j'ai un parcours, je dirais, en somme, assez classique dans mes études. J'ai fait une école de commerce et j'ai fait du droit. Et j'ai travaillé ensuite, d'abord pendant 3 ans dans un métier qui s'appelle administrateur judiciaire. Donc, j'étais collaborateur dans un cabinet où on s'occupait de redresser des entreprises en faillite. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai été bénévole à la Croix-Rouge et en participant à des permanences sociales le soir, en fait, j'ai découvert une problématique qui était extrêmement forte en France et qui n'était pas vraiment adressée, c'était celle du non-recours au droit. Euh, on aidait les personnes, en fait, les familles en situation précaire, parfois à la rue, à venir faire un point sur leur démarche administrative et on les aidait à se remettre à jour. Et c'est là que j'ai réalisé qu'une grande partie d'entre eux ne réclamaient pas les aides auxquelles ils avaient droit. Mais depuis le début, en fait, mon objectif, c'était de monter mon entreprise, de pouvoir marier un modèle économique fort avec un impact social puissant. Si demain, on veut créer des projets à impact qui passent à l'échelle, qui deviennent des grands projets, il faut les associer à des modèles économiques très puissants. Et il ne faut pas se dire, c'est une petite partie du modèle économique, c'est l'ensemble du modèle économique qui doit être puissant, qui doit être rentable, qui doit fonctionner et qui doit assurer du coup la pérennité et la croissance de l'impact que va avoir la même entreprise. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a bien réussi chez Claro et qui a attiré les investisseurs. En discutant avec de nombreux dirigeants DRH dans des secteurs souvent en tension, les secteurs industriels, les secteurs du transport routier, du service à la personne, de la grande distribution, euh, qui représentent 75% des grandes entreprises en France. Quand on discute avec ces entreprises, elles nous disent, mes principaux problèmes, c'est je n'arrive pas à recruter et je n'arrive pas à garder mes employés. Aujourd'hui, une grande partie des entreprises en France n'ont pas la capacité, en fait, n'ont pas d'autres solutions euh, pour améliorer le pouvoir de vivre de leurs salariés, pour améliorer leur confort et leur pouvoir d'achat. Ils n'ont pas d'autre solution que de trouver justement des leviers qui sont à côté du salaire. On ne met jamais en place Claro pour éviter d'accorder un salaire décent, mais en revanche, il faut en parallèle pouvoir activer tout ce qui va permettre d'améliorer le pouvoir de vivre du salarié. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de monter Claro dans l'idée de créer une solution qui permette de répondre réellement à ce problème-là, c'est-à-dire aider chaque foyer à trouver les aides auxquelles il a droit et l'aider aussi dans ses démarches pour les obtenir. Lorsqu'une entreprise met en place Claro, elle va envoyer une invitation à tous ses salariés. À ce moment-là, on a 50% des salariés qui s'inscrivent et qui utilisent Claro, ce qui est déjà énorme. Dans la plupart des boîtes, ils observent plutôt des taux d'activation pour les avantages salariés de 5 à 10%. Et l'accompagnement qu'on va faire, les aides qu'on va trouver pour eux, etc., tout ça, c'est entièrement privé, confidentiel, et ça reste uniquement, c'est secret entre nous et le salarié. Et c'est ça qui assure un niveau de confiance très élevé pour que le salarié, lui, puisse se dire, ah, ok, bon, en fait, je peux confier toute ma situation. Ça ne va pas du tout jouer sur une éventuelle négociation que j'aurai avec mon RH sur mon salaire ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous, sur Claro, on a intégré 2000 aides qui sont disponibles. Et en fait, aujourd'hui, pour aller, en tant que particulier, si vous voulez connaître toutes les aides auxquelles vous avez droit, il va falloir aller lire toutes les pages enfin, la documentation qui ont été émises par des centaines d'organismes nationaux, donc des organismes liés au logement, au handicap, au service à la personne, chacun des ministères, etc. Il va falloir aller lire toute la documentation qui a été émise par votre région, par votre département, par votre commune, par votre convention collective, par votre mutuelle, par vos contrats d'assurance, etc. Tout ça pour savoir quelles sont les aides auxquelles moi, en tant que particulier, j'ai réellement le droit. Donc, l'étape, c'est déjà d'identifier l'information, c'est ensuite de calculer vos aides. Ça, c'est particulièrement complexe. Il y a beaucoup d'aides pour lesquelles c'est pas si simple. D'ailleurs, on constate, nous, régulièrement, qu'on a des utilisateurs pour lesquels, en fait, on va faire des rectifications de leurs droits. Et on va obtenir de l'administration
qui leur verse une aide plus élevée que ce qui leur a été versé parce que même l'administration elle-même, parfois, fait des erreurs dans le calcul des aides. Et enfin, le dernier point, c'est les démarches administratives. Pour demander une aide, il va falloir remplir un formulaire qui parfois peut être extrêmement long pour demander votre RSA, pour demander justement la prise en charge de vos frais de santé si vous êtes au minimum. En fait, ce sont des formulaires qui sont souvent extrêmement longs, extrêmement complexes. Donc, paradoxalement, c'est ceux qui ont souvent, qui sont le plus proches d'être en décrochage social, qui sont parfois, qui ont le plus de difficultés à saisir cette information, à qui on va en demander le plus.